Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de LGBT, présenté par Amine Lachoum, Barbara Silvera Soningo et moi-même Aurélia Gosso. Donc aujourd'hui, nous recevons Omar, 25 ans, militant pour la cause LGBT. Omar, donc, nous t'avons contacté pour que tu nous parles de l'activisme chez les jeunes et notamment de tes actions en tant que bénévole dans des associations LGBT. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à la communauté? Je suis président du MAC Jeunes LGBT, le mouvement d'affirmation des jeunes lesbiennes, gays, bi et trans, et je suis également trésorier du Forum français de la jeunesse. Donc, le MAG, c'est une association pour les jeunes afin qu'ils puissent sortir de l'isolement, mais aussi pour pouvoir accompagner les jeunes LGBT et lutter contre les LGBT-phobies en utilisant principalement donc, l'éducation et l'éducation par les pairs et le Forum français de la jeunesse. Donc, c'est une organisation parapluie qui regroupe toutes les associations nationales gérées par et pour des jeunes. D'ici la rentrée 2021, on va pouvoir sensibiliser plus de 370 000 élèves dans toute la France. Moi, à la base, quand j'avais commencé mon bénévolat au sein du MAG, on était à 3 000 élèves sensibilisés. Donc, on organise actuellement le Grand Bal des Fiertés. On a vraiment de nombreux projets. Avant, pour être franc, je ne me serais jamais dit que j'allais m'investir en fait dans le milieu LGBT. C'est vraiment quelque chose qui est venu encore une fois de manière assez fortuite. Moi, je m'étais engagé auparavant en Afrique du Sud dans dans des églises en fait pour donner du coup des aliments aux personnes les plus démunies dans la ville du Cap. Donc ça, c'était un premier investissement que j'avais fait en fait en donnant de mon temps. Je faisais très souvent, enfin, je donnais très souvent des cours gratuits à mes camarades de classe. À l'époque, quand j'habitais en Arabie Saoudite. Parler d'un point de vue un peu plus personnel maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as fait ton coming out, comment est-ce que ça s'est passé avec ton entourage, tes proches, ta famille? Alors, d'un point de vue de mon coming out, il s'est bien passé avec mes amis, notamment mes amis que je me suis fait en France, mes amis qui étaient des amis donc, de l'École française internationale de Riyad. Ça s'est aussi bien passé. Ça s'est plus, enfin, j'avais beaucoup enfin, j'avais très très peur que les personnes l'apprennent et j'avais un peu coupé les ponts avec mes amis à Riyad, mais depuis plus de 2 ans, j'ai pu renouer avec de très très bons amis à moi qui sont notamment une militante qui m'est assez chère, Lina Alatoul, la sœur de Loujaina Alatoul, une militante saoudienne qui est emprisonnée en Arabie Saoudite. Et enfin, grâce à Lina, j'ai pu me reconnecter avec d'autres personnes de Riyad et j'ai pu voir que pour beaucoup, il n'y avait aucun souci d'être une personne LGBT. Et pour d'autres, ils et elles ont beaucoup évolué sur cette question-là, donc il n'y avait pas quelque discrimination qui soit. Ma mère est décédée quand j'étais très jeune, j'avais 9 ans lors du décès de ma mère, donc il n'y a pas de coming out de ce côté-là. D'un point de vue de mon père, c'est quelque chose, j'en ai pas parlé avec mon père pour être franc. Mon père habite en Mauritanie et je ne ressens pas le besoin de parler en fait de mon orientation sexuelle avec lui ou de faire un coming out qui soit. Ensuite, d'un point de vue de mon frère et de ma soeur, ça s'est aussi bien passé. Donc, il n'y a pas eu forcément quelque chose de brutal. Tu nous as parlé de l'Arabie Saoudite, du coup, tu avais l'air un peu inquiet, c'est peut-être un grand mot, mais d'en parler avec les personnes qui viennent d'Arabie Saoudite. Est-ce que tu as dit que ça avait évolué? Est-ce que pour toi, la cause LGBT est défendue maintenant là-bas ou pas du tout? Est-ce que c'est en train d'être défendu? Alors, quand j'ai dit évoluer, je parlais des personnes qui habitaient en Arabie et qui maintenant habitent en Europe. Ah, d'accord. Évoluer sur la question. Et d'un point de vue de l'Arabie, je pense que être une personne LGBT en Arabie, ça va au-delà de l'inquiétude. C'est le fait que l'Arabie est un des 6 pays qui pénalise l'homosexualité par la mort. Donc, si on est légalement, donc on meurt si on est homosexuel. En tout cas, si on est pris dans un acte d'homosexualité en Arabie, ça ne veut pas dire que la peine de mort est appliquée de manière, enfin, envers toute la population LGBT. Mais du coup, en Arabie, non, les droits des personnes LGBT ne sont pas défendus en Arabie. Après, mon rapport à ma sexualité en Arabie, c'était pas un rapport qui était extrêmement, enfin, qui était pas, il était néfaste, il était extrêmement dur en fait. Le fait de vivre dans un pays, je me répète, du coup, où du coup il y a la peine de mort. Donc oui, c'est pas forcément quelque chose de très, très simple. Après, moi, j'avais la chance de venir aussi d'une famille d'expats, donc dans un contexte social, économique qui était assez privilégié. J'étais scolarisé à l'école française internationale, donc
je suis pas non plus la personne voilà, qu'on va plaindre le plus, mais parce que du coup, j'avais accès à l'école de la République, mais ça n'en reste que euh, ça crée une entité à l'intérieur de nous-mêmes qui se confronte un peu, en fait, enfin, autant dans la société qu'à l'école française, qu'auprès des amis, etc., etc. Je voulais rebondir sur le harcèlement, du coup, parce que tu en as parlé, tu as beaucoup parlé de sensibilisation et d'éducation. Tu as dit qu'il y aurait 370 000 étudiants, si je ne dis pas de bêtises, qui auraient le droit à une sensibilisation. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous allez dans les collèges, les lycées? Nous, en fait, on va donc, oui, on va effectivement dans les collèges et dans les lycées, on intervient dans le secondaire, en fait. On dispose d'un agrément pour cet effet-là, et puis on fait, en fait, ce qu'on a donc, notamment actuellement, c'est une équipe de volontaires en service civique et des bénévoles qui interviennent en milieu scolaire. Donc, cette année, on espère pouvoir sensibiliser plus de 20 000 élèves, notamment en Île-de-France et dans le Rhône. Et l'année prochaine, on a tout un plan donc, de changement d'échelle avec le recrutement de toute une équipe de volontaires en service civique qui serait au nombre de 150 volontaires et d'animateurs régionaux qui permettraient d'animer les 12 régions hexagonales en France. Tu étais président, donc tu as beaucoup de responsabilités. On a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux que tu avais eu un déjeuner avec Madame Macron. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça veut dire que l'association est aussi politique? C'était non, un échange, on n'a pas pris, c'était pas un déjeuner en l'occurrence avec Madame. D'accord. C'était une réunion de travail. En réalité, on a été reçu par l'Élysée, à l'Élysée, pardon, par Madame Brigitte Macron. Et qu'est-ce que ça implique? Enfin, évidemment, quel que soit le rôle en fait en tant que président d'association, il y a beaucoup d'implications derrière. Il y a aussi, enfin, beaucoup de responsabilités d'un point de vue de la structure et d'un point de vue de l'association. Ensuite, est-ce que l'association est politique? Oui, de base, l'association est politique. Ça ne veut pas dire qu'elle est partisane. On ne va jamais voir le MAC Jeune LGBT qui soutient tel ou tel parti politique. Mais l'association intrinsèquement est politique d'un point de vue où on fait de la promotion, on fait du plaidoyer, donc des promotions de politiques publiques à mener par l'État, par les services déconcentrés de l'État, par les collectivités territoriales, les organisations internationales, etc. Ce qui a déjà en fait toute une partie de plaidoyer politique de l'association pour l'inclusion des personnes LGBT. Donc, des rendez-vous comme le rendez-vous avec Madame Macron, c'est pas. Disons que nous, quand on va rencontrer les gens, c'est vraiment. Et les hauts représentants, disons, on ne les rencontre pas pour les rencontrer, évidemment. On les rencontre dans un premier temps pour dialoguer, parce qu'on croit beaucoup au dialogue et c'est très important d'instaurer justement ce dialogue-là et de parler, de discuter et d'échanger. Donc, il y a évidemment cet aspect-là. Et il y a le deuxième aspect, c'est de rentrer en partenariat et voir comment est-ce que, par exemple, dans le cadre d'une rencontre avec Madame Brigitte Macron, comment est-ce que Madame Brigitte Macron peut nous soutenir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble et comment est-ce qu'on peut lutter contre le harcèlement LGBT-phobe, ce qui était la nature de la réunion avec Madame Macron. Et, Et ça s'adapte évidemment avec d'autres. À chaque interlocuteur, on va s'adapter. Pardon. pardon. Et du coup, en parlant de harcèlement, j'avais une question. Tu nous as expliqué tout à l'heure que vous faisiez de la prévention chez les jeunes. On sait que chez les jeunes LGBT, les tentatives de suicide sont beaucoup plus élevées que pour la population générale. Est-ce que tu penses que ça, c'est lié au harcèlement chez les jeunes? Et si oui, comment t'expliques que le harcèlement soit encore présent alors que les mœurs évoluent? Oui, le taux de suicide est plus élevé et les tentatives de suicide, comme tu disais, sont plus élevées pour les personnes LGBT, enfin, et notamment pour les jeunes LGBT. C'est des statistiques qu'on a depuis plus d'une vingtaine d'années, une dizaine d'années, et la tendance est toujours de les confirmer, en fait, ces statistiques-là. Donc, comment est-ce qu'on explique ça? On explique ça, non, évidemment, les tentatives de suicide ou le suicide en tant que soi n'est pas lié à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Elle est liée à l'environnement où le jeune va vivre, où le jeune va évoluer. Donc, si l'environnement est un environnement qui va être homophobe ou transphobe, c'est là où il y aura un impact d'un point de vue de ce que va vivre le jeune
et qui peut amener donc jusqu'au suicide, puisque les jeunes LGBT sont aussi plus à risque à rentrer en dépression. Les jeunes LGBT sont plus à risque d'avoir des relations sexuelles non protégées. Il y a plus de risques qui sont liés au décrochage scolaire, à l'harcèlement scolaire, etc. Les choses ne changent pas juste parce qu'on a passé la loi du mariage pour tous en 2013. En France, on est dans un État qui protège donc, les personnes LGBT. On n'est pas dans un État qui pénalise. On n'est pas dans un État qui est neutre non plus. On est dans un État qui protège. Et l'étape actuelle en France, c'est vraiment cette étape de mise en place par l'ensemble du pouvoir public, des services déconcentrés de l'État, des opérateurs. Donc, quand je dis opérateurs, c'est la société civile, de réels plans en fait, de lutte contre la LGBT-phobie. Et ce travail-là, il est encore en train d'être mené, et c'est petit à petit qu'on aura en fait un impact clair sur les jeunes et sur la jeunesse. C'est en prenant des mesures fortes, évidemment, et c'est en montant en échelle d'un point de vue d'une structure comme la nôtre pour aider et sensibiliser plus de jeunes. C'est quelque chose qui est essentiel. Et aussi d'un point de vue de l'ensemble en fait, de la vision au sens large, c'est aussi une responsabilité qui est liée aux collectivités territoriales, encore une fois aux services déconcentrés de l'État, à l'État, etc. Et tout ça en fait prend du temps. Donc c'est pas parce une partie de la société a évolué d'un point de vue de sa représentation des personnes LGBT que directement l'impact va se ressentir de suite. On est dans une société qui a un double visage. Autant on a une augmentation des agressions LGBT-phobes, c'est ce que la tendance confirme d'année en année, c'est ce que SOS Homophobie confirme, mais qui est d'autant plus lié au fait que les personnes LGBT vont maintenant se dire « Ah bah non, c'est pas normal que je sois victime d'une agression physique, et je vais aller porter plainte ». Donc il y a aussi cette tendance-là à ce que les victimes aient plus accès à leurs droits fondamentaux et vont plus porter plainte et vont plus parler. Et du coup, il y a aussi cette tendance-là qui confirme qu'on est encore en train d'évoluer sur cette question-là, on est encore en train d'affirmer cette question-là, d'où la nécessité de toujours la traiter en fait. Du coup, comme je l'ai expliqué, on vit dans une société où il est encore compliqué d'être LGBT. Et donc, comme dernière question, je voulais savoir si tu avais des conseils à donner à des jeunes LGBT pour affirmer leur sexualité au sein de cette société. C'est une question assez complexe, je sais. Oui, oui, effectivement, c'est un peu complexe à répondre, mais des conseils, je pense que un des plus grands conseils, c'est vraiment de rencontrer d'autres personnes LGBT. Et c'est pour ça que des espaces comme les nôtres, que nos permanences, elles sont là, qu'elles ont lieu de manière hebdomadaire, c'est pour que des jeunes LGBT ne se sentent pas isolés. Certains vont faire le tour du quartier pendant 10 minutes, 20 minutes avant de pousser la porte du MAG. Parce que ça nécessite beaucoup de courage, et ça nécessite vraiment le fait de se dire « Ah bon, maintenant je vais rentrer et puis je vais rencontrer des gens, est-ce que ça va bien se passer ?» Mais par contre, c'est extrêmement positif déjà aussi de faire ce premier pas si on en a besoin. Merci beaucoup Omar pour ton temps, merci beaucoup pour tes réponses. On a passé un bon moment, c'était vraiment super intéressant ce que tu nous racontais. On espère que tu as passé aussi un bon moment avec notre compagnie. Merci, oui, je confirme, j'ai passé un très bon moment, et puis merci pour m'avoir invité pour votre premier épisode. Et n'hésitez pas à me solliciter si besoin par la suite.